La série Hors Série est un endroit spécialement adapté pour de la politique. On parle politique. Alors, ce sont de petites rencontres avec des personnes qui ont marqué l'histoire autant régionale, nationale qu'internationale. Abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode et allez-y d'un 5 étoiles. Bernard rencontre son monde commence maintenant. Alors aujourd'hui, je vous présente un homme d'exception. Il a une facilité de partage, il a une mémoire absolument incroyable. C'est vraiment une encyclopédie politique particulièrement. Alors je vous présente Gérard Deltel, un ami de longue date, mais un ami surtout avec qui j'ai un plaisir immense à travailler. Alors Gérard, comment ça va? Allô Bernard, content. Merci pour l'invitation. Hey, ça me fait plaisir Gérard. Je suis vraiment content de t'avoir avec moi parce que t'es comment je pourrais dire ça? T'es une figure emblématique de la politique québécoise. J'ai beaucoup de respect pour toi. On t'a vu là depuis plusieurs années, bien sûr, à Québec, où t'as laissé ta marque, hein, faut bien le dire, parce que t'as aussi non seulement été député, mais chef de parti, hein. On pourra en parler plus tard tantôt. Mais t'es encore évidemment impliqué aujourd'hui avec le Parti conservateur à Ottawa et où t'as été nommé par notre nouveau chef, Aaron, comme leader en chambre, qui est un poste très prestigieux pour un député d'accéder à ce poste-là. Alors, Gérard, explique-nous quelle a été ta réaction quand notre nouveau chef, Aaron O'Toole, t'a demandé d'être leader en chambre. C'est comique parce que, tu sais, je m'attendais à rien du tout. Parce que, bon, leadership, on le sait, t'appuies quelqu'un, à un moment donné, tu dis OK, il va se souvenir de moi. Puis là, ce leadership-là, j'avais appuyé strictement personne. J'avais réfléchi à me présenter, finalement, je me suis pas présenté. Puis je me suis dit, disons que mon expertise est ailleurs que celle de grand organisateur. Fait que je disais à tout le monde, je suis bien fin, mais comptez pas sur moi pour organiser, je suis pas bon. Alors, à un moment donné, il faut se connaître. Je disais ça à tous les candidats, là, M. McKay, avec M. O'Toole et tout ça. Puis je leur disais maintenant, moi je regarde, puis je vous fais des observations. Alors, quand le téléphone a sonné, j'étais chez mes parents. C'était un lundi soir, et puis mes parents qui ont maintenant 96, 97 ans, on aura compris que quand je suis avec eux autres, je prends le temps d'être avec eux autres. Alors, je vois le téléphone, puis je vois le numéro 613 quelque chose, mais c'était pas identifié, c'est 613 quelque chose. Bon. Fait que là, 15 minutes après, je sors de chez mes parents, puis là, je prends le téléphone, mais je prends pas le message. Je fais toujours composition automatique pour voir, tu sais. Fait que là, j'entends « Hello? Yes, hello, Gérard Deltel speaking. Who is talking to me? » Qui veut me parler? Ouais. « Bonjour, Gérard, c'est ton chef, Aaron. » Oh! Hey, là, monsieur, je me mets au garde à vous. « Yes, leader, how are you doing? » Et là, il m'a fait l'offre, évidemment. Quand ton chef te demande de quoi, tu dis oui tout de suite. Ouais. Alors, ça a été une belle surprise. Puis c'est sûr que pour un gars comme moi qui aime la chambre, tu sais, je suis chanceux dans la vie parce qu'en politique, t'as deux jobs importants. D'être dans ton comté d'abord et avant tout, puis s'il y en a un qui peut me dire comment faire, c'est bien Bernard Généreux. Et t'as la chambre des communes. Puis moi, j'aime les deux. J'adore être dans le comté, puis j'adore la chambre. Ouais, mais par contre, t'as la chance d'avoir un comté qui est relativement petit en termes de superficie, j'entends. Parce que moi, j'ai un grand comté de 7500 km². Je pourrais pas faire ce que tu fais à la chambre puis d'être chez nous présent en même temps. D'ailleurs, c'est l'équivalent d'une job de ministre essentiellement ce que tu fais. Parce que t'es à Ottawa. Aussitôt que la chambre est ouverte, t'es ici. Ouais. T'as pas le choix d'être là. Oui, absolument. Je suis d'ailleurs, je pense, depuis le mois de janvier, le seul parlementaire à avoir resté à tous les jours du Parlement. Soit plus fin qu'un autre, là. C'est juste que par ma fonction, je suis là. Ouais. Puis mes vis-à-vis des autres partis ont décidé parfois d'être là, parfois d'être dans leur comté, puis parfois aussi d'être virtuellement en chambre. Mais sur le parquet de la chambre, là, mais moi j'aime ça. Maintenant, je ferai pas une chose, là. Tu te lèves en chambre, un bon débat, c'est le fun, mais quand il y a deux libéraux devant toi. La COVID est venue changer la donne de façon incroyable. En tout cas, c'est vraiment une situation très, très, très hors norme qu'on vit actuellement en tant que parlementaire. Ouais. Puis évidemment, faut qu'on dise qu'on est durant la COVID, là, on est au mois de mars, puis la Chambre est actuellement en fonction. Mais Gérard, t'as quand même commencé ta carrière politique. D'ailleurs, le plus drôle, mesdames et messieurs, c'est que Gérard, il traîne dans son portefeuille sa première carte du Parti conservateur à partir de quelle année? 1981. Le 11 novembre 1981. Bernard, t'avais quel âge? J'avais 18 ans. Moi, j'en ai... 18-19. Moi, j'en avais 17. C'est quand même incroyable. Et il traîne ça dans son portefeuille puis il montre ça à tout le monde avec toute la plus grande fierté du monde. Ça, c'est vraiment incroyable. Mais t'as commencé qu'est-ce qui t'a amené à... C'est tes parents ou... Moi, non, absolument pas. Moi, mes parents ont jamais, comme tout le monde s'intéressait à la politique, mais ont jamais parlé de politique à la maison. puis tout ça, on est Canadiens, tout ça, là, tu sais, bon. Mais, tu sais, ils ont pas de discussion politique partisane chez nous, jamais. Mais moi, ça m'a toujours intéressé. J'aimais ça. Tu sais, moi, je me souviens, après le match de hockey, à la soirée du hockey, il y avait toujours le 5 minutes de la Chambre des communes. Puis moi, je me souviens de ça, mais j'écoutais ça, puis j'adorais ça, là. Moi, je me souviens pas de ça. Ben, premièrement, j'écoute pas le hockey, ça fait que j'écoutais pas le 5 minutes qui venait après. Et ça m'a toujours
toujours intéressé. Et ce qui fait que je m'étais toujours dit, un jour, je vais en faire. Alors, c'est ça, à 17 ans, j'ai adhéré au Parti conservateur fédéral. À l'époque, c'était M. Clark qui était là. Ça en est suivi l'arrivée de M. Mulroney avec le succès constant en 84. Ouais. Après ça, j'ai arrêté de militer en 84-85 pour me concentrer sur mes études en histoire pour devenir après ça journaliste. Fait que j'ai milité très jeune, oui, au Parti conservateur. C'est drôle, parce que j'avais oublié que tu avais été journaliste. Ouais, un petit 20 ans dans ma vie complète, là, finalement. Mais oui, j'ai adoré ça. Puis quand j'étais jeune, je faisais de la politique, municipale un peu, mais surtout fédérale. Puis après ça, je me suis concentré sur autre chose. Et pour être journaliste, évidemment, ça prend quand même une certaine distance. Alors, est-ce que tu étais journaliste politique ou c'était journaliste de façon générale? C'est ça. Quand j'ai commencé journaliste, en 89, quand TQS a ouvert sa poste, c'était Télévision 416 ans. Oui. Quand il a ouvert le poste à Québec, je faisais partie de la première cohorte des journalistes de Québec, puis c'était des souvenirs extraordinaires. Pour l'anecdote, il faut absolument que je te dise, t'étais donc le collègue à Montréal, celui qui faisait la météo à l'époque, qui est membre de l'Académie française. Oui. Là. Il faisait, lui, la météo. Les météos humoristiques. Oui, puis il se faisait masser à un moment donné. Il était en train de se faire masser, puis il faisait la météo. En tout cas, c'était une télévision qui se voulait différente. En fait, c'est ça qui est intéressant, parce que, et ça, c'est drôle, parce que tous les gens qui ont 50 ans et plus, à Québec, me parlent toujours du Grand Journal. Et quand je tombe dans des gens de 70 et compagnie, j'ai regardé le Grand Journal, tu sais, c'est comme si... Il s'en rappelle encore étampé dans le front. Et tant mieux, moi j'en suis fier, parce que à TQS, on s'était toujours dit, si on fait des informations comme Radio-Canada, comme TVA, les gens vont préférer l'original à la photocopie, ou à la pâle photocopie. Fait que nous, on faisait des choses différentes. On était dans la rue, on était avec les gens, on était concentrés sur le monde, l'actualité très, très locale, et c'est ça qui a fait, sans fausse modestie, le succès de TQS Québec. TQS Québec, vous avez innové de façon importante. Là. Absolument. Puis c'est la preuve, comme je te dis, c'est que même encore aujourd'hui, des gens sont là puis me jasent des reportages que vous avez faits. Puis ça, c'est quand des fois ils disent, vous êtes venu à telle place. Vous en souvenez pas? Oui. C'est en politique, on se souvient de tout. Là. Oui, mais tu sais, c'est sûr que en même temps, tu sais, moi je fais toujours ce parallèle-là, c'est que TQS, c'était proche du monde. Ouais. Puis la politique, c'est ça. C'est proche du monde. La politique, c'est être proche du monde. Si t'es 4000 pieds au-dessus de tout le monde, tu vas être 4000 pieds derrière tout le monde. Alors, faut que tu sois avec le monde, tu sais. Puis c'est ça de la politique. Si t'es pas capable de connecter avec les gens. Moi, c'est ce que j'aime en passant. Oui, mais c'est pour ça que t'es bon. Parce que tu peux pas jouer un rôle en politique. Peu importe. C'est vrai aussi quand tu fais de la TV puis tout ça. Si tu joues un rôle, là, tôt ou tard, le masque va tomber. Il va tomber, Et là, la vérité va éclater dans toute sa laideur. Ouais. Là, tu vas voir tout le maquillage qui va dégouliner, puis c'est pas beau, là, tu sais. Fait que, reste toi-même. T'es bon, t'es pas bon, t'as des atouts, t'as des défauts, mais tu sais, reste toi-même. Ouais. Et les gens vont t'apprécier pour ce que t'es, et pas pour ce que tu penses être, et surtout pas pour ce que tu veux être. C'est ça, exactement. Et en politique, on le sent tout de suite, le monde qui l'ont pas. Ouais. Puis si t'es pas proche du monde, si t'écoutes pas ton monde, et c'est pour ça qu'actuellement, depuis un an, c'est pas évident de faire de la politique. Non, absolument pas. D'ailleurs, je t'écoutais de jour aux coulisses du pouvoir où tu avais une entrevue avec l'animateur, là, puis tu disais de façon très exacte que depuis un an, le rôle d'un parlementaire, qui normalement est d'aller vers les gens, de les rencontrer, de les conforter, on est tous obligés de faire ça par Zoom et c'est complètement, c'est vraiment incroyablement différent de la vie, de ce qu'on vit normalement. Et c'est pas facile parce que moi aussi je l'ai vécu, puis je l'ai vécu cet hiver, j'ai trouvé ça dur. Écoute, on a fait un concert de Noël avec Annie, ça a été bien reçu. Mais on était tous les deux devant être à l'ouvert. On aurait voulu être avec plein de monde avec nous autres. C'est ça la difficulté qu'on vit actuellement. S'il y en a un dans le monde politique qui a tiré son épingle du jeu, c'est bien Bernard Généreux. Je te dis pas ça pour faire mon smart. Ça fait un an que je te le dis quasiment tous les jours. Mais Bernard, ceux qui nous écoutent, sachez que Bernard a démontré comment justement on peut, le plus près possible qu'on peut le faire. Bernard l'a démontré malgré la COVID, puis malgré les Zooms, puis tout ça. Mais par ça, tu as réussi à vraiment, moi j'estime, là, à montrer l'exemple et à être une inspiration pour tout le monde. Moi, le premier, sur comment on peut contacter les gens malgré les difficultés inhérentes à la COVID. Ouais, on a travaillé fort. Nos équipes sont extrêmement importantes parce qu'on peut pas faire ce travail-là, ça, c'est impossible. Non. Alors, après TQS, qu'est-ce qui est arrivé? T'es tombé en bas de ta chaise, puis là, un politicien qui t'a invité, quoi? Pas loin. Ce qui s'est passé, c'est que, j'ai été 20 ans à TV, j'étais journaliste à TQS, à Radio-Canada, à TVA, mais mes 6 dernières années, j'étais courriériste parlementaire pour TQS au Parlement à Québec. Okay. Alors là, c'était le meilleur des deux mondes parce que j'exerçais le métier que j'adore, celui de journaliste, dans le monde politique, ce que j'adore. Fait que là, j'avais un fun noir. Puis, sincèrement, ce qui est arrivé, c'est que les partis ont comme détecté que j'avais une certaine aisance là-dedans, disons ça comme ça. Ça fait que les 3 partis m'avaient approché.
Alors, je revois encore la brave que j'aime beaucoup, Agnès Maltais, c'est une madame que j'aime beaucoup, mais bon, comment elle a pu penser que j'étais péquiste, mais ça, bon, c'est pas, c'est correct, tu sais. Et je me souviens quand Agnès m'avait appelé, c'était la troisième qui me faisait la troisième. Moi, appelons ça comme ça, tu sais, j'ai dit, tabarouette, pour moi, j'ai fait ma job à quelque part. Mais tout ça pour dire que j'avais toujours été intéressé par ça. Et bon, TQS a fermé ses portes, comme on le sait, en 2008, la salle des nouvelles. J'ai travaillé pendant 2 mois à l'Assemblée nationale, à la télévision des débats, à préparer des mini-documentaires sur l'histoire de la politique, puis tout ça, à l'Assemblée nationale. Et puis, c'est vraiment un coup du hasard. C'était la journée où mes parents venaient de vendre leur maison, puis je déménageais à mes parents, qui à l'époque avaient quand même 80 quelques années, là, donc c'est Bibi qui s'en occupait pas mal. Et le téléphone sonne, et Simon Boivin, journaliste du Soleil, m'appelle. Il dit « Hey Gérard, on est sur le bord des élections. » On se connaît, c'est ça. Je suis sur le bord des élections. Il dit « Ça avait ton nom qui avait roulé pour les élections la fois d'avant. As-tu eu des offres? » Bon, là, je dis « OK. Soit que je mets en pleine face, ou donc que je dis la vérité. » Oh oui, le téléphone a sonné. Alors le lendemain, dans le Soleil, Deltel approché par la DQ. Ben là, parce que il y avait-tu dit que c'était pour la DQ? Ouais, ou en fait, tant qu'à faire, autant bien faire. Okay. Et là... Est-ce que c'était Mario Dumont qui était chef à ce moment-là? Oui, exactement. Ouais. C'est ça, le gars de Rivière-du-Loup. Je connais bien le Kakuna, ouais. Mais... Alors, c'est marqué dans le Soleil noir sur blanc. Puis là, Deltel a été approché par la politique, papa. Là, tu sais, j'étais un citoyen, tu sais, j'étais plus journaliste, rien, là. Et là, ça part les radios, les ci, les ça, les téléphones, les textos, puis là. Donc là, je prends le téléphone, j'appelle un député de la DQ que je connaissais bien. J'ai dit, avez-vous quelqu'un dans Chauveau? Il me dit, silence. Il dit, t'es sérieux? Je dis, ben, oui. Il dit, OK, on te rappelle. Alors, 5 minutes après, le chef de cabinet m'appelle. Et là, discussion et tout. Puis, évidemment, tu sais, quand tu dis que tu fais le pas, là. On était en quelle année, à ce moment-là? En 2008. 2008. Ça fait pas si longtemps que ça, quand non, même. Non, mais c'est drôle parce qu'on a l'impression que ça fait... Ça fait 13 ans, 2008. Et quand ça part, je vous le cacherai pas, là. Tu sais, quand j'ai dit, OK, j'y vais, là, j'ai eu le vertige. Honnêtement, là, j'étais là, qu'est-ce que je viens de faire, là? Bon, ben, regarde, on y va, puis on y va de tête baissée, tu sais. Puis, regarde, dans la première journée, j'ai fait 13 entrevues, là, tu sais, là. On va battre mon Jerry, ouais, va, là. Je vais en profiter pour faire un aparté. Moi, je me suis jamais senti à l'aise envers les journalistes. Parce que je suis un livre ouvert, moi. Tu me poses une question, on va te dire la vérité. Des fois, je mets 3-4 sacs au travers de ça. Ça fait que c'est comme, tu l'as remarqué. Non. Ben, moi, ça m'arrive jamais, c'est pour ça que je ouais, non, mais c'est ça. Ben, moi, ça m'arrive trop souvent. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ton aisance, évidemment, vient du fait que tu as été journaliste. Absolument. Donc, tu contrôles l'environnement qui entoure la façon dont on doit répondre, comment on doit éviter de répondre tout en répondant à quelque chose. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de difficultés. J'ai toujours... Bon, régionalement, ça va bien, quand même, c'est juste ça qui compte. Mais au niveau national, Je me promenais tantôt dans les rues, là, il y a personne qui vote dans ton comté, là. Non, à Ottawa, c'est plus important de dire bonjour aux gens dans ton comté que sur la rue Spark ici à Ottawa, là. Oui, là, ça, c'est ça. Continue de même, Bernard. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que, en politique, la communication, c'est pas le plus important. C'est pas vrai, parce qu'il faut avoir des idées, il faut les défendre, il faut les débattre, tout ça. Mais la communication, oui, c'est un morceau important. Ouais. Et l'avantage, quand tu as été journaliste, c'est que tu connais la game. D'abord, un micro, ça te fait pas peur. Une caméra, ça te fait pas peur, déjà. Après ça, le métier du journaliste, c'est quoi? C'est de faire la synthèse d'une situation et de la raconter. Je suis politicien, c'est exactement ça. C'est que tu fais la synthèse et tu prends une position. La seule différence, c'est qu'en journaliste, t'as aucune opinion. En politique, t'as toujours une opinion. Même si t'en as pas, t'en as une. C'est la même chose, mais complètement différent. Tu sais. Ben oui, je suis devenu, je dirais pas un expert, mais mon équipe est experte, en tout cas au niveau des réseaux sociaux particulièrement. Écoute, j'ai fait des vidéos, je sais pas combien de centaines de vidéos qu'on a. Mais je me souviens de la première que j'ai faite à mon élection de 2011. C'est 2011? Faudrait le sortir. Ou en 2009. Ah non, c'est vrai chose. En avant d'un mur, puis là, j'ai là, t'as peu, on est-tu live, là, tout mêlé. Et depuis ce temps-là, maintenant qu'on a pris une certaine expérience, c'est comme ça qu'on a évolué beaucoup. Puis là, quand tu disais que j'étais bon dans les communications, c'est cette façon-là qu'on a choisi, nous, pour rentrer en contact avec les gens. Et d'ailleurs, le podcast, c'est le même principe, là. C'est-à-dire que les gens nous voient pas, mais ils nous entendent. Parce que là, on est tellement inondés d'images. Nous, l'idée qu'on a eue, c'est que quand tu fais la vaisselle, on est rendu comme on a les télés quasiment dans toutes les chambres, dans toutes les pièces de la maison. À un moment donné, tu as besoin de prendre du temps autrement que de voir des images. Ça fait découvrir des éléments ou peut-être même inviter les gens à participer à la vie démocratique d'un pays ou d'une région ou d'une ville en écoutant ce qu'on dit. C'est intéressant parce que, tu sais, on a l'air de s'engueuler à journée longue, nous autres, là, les politiciens, tu sais, on s'engueule avec les libéraux, on s'engueule avec les bloquistes. On a des points de vue différents.
Période de questions, c'est 45 minutes dans une journée où oui, on y va bing bang boom à coup de 30 secondes. Mais fondamentalement, on est tous là pour le bien commun. Tout à fait. Chacun a sa vision différente. Nous autres, on croit au Canada. Il y en a qui croient plus que le Canada, c'est bien beau, mais c'est mieux uniquement le Québec, c'est correct. Il y en a qui sont plus à gauche, d'autres qui sont plus à droite. C'est correct, on appelle ça le débat démocratique, mais souvent les gens sont surpris de voir qu'on va jaser ou qu'on va se croiser dans la rue et on va se saluer, même si on est des adversaires. Ils sont tous surpris de voir ça. Mais c'est parce que fondamentalement, on est là pour les mêmes raisons, pour aider la population. On a des visions différentes, mais on veut aider la population. Puis on vit les mêmes choses. Ouais, on vit les mêmes choses dans nos comtés, dans nos partis, dans le travail parlementaire. Donc, on parle la même langue, mais on n'a pas le même accent. Puis les gens qui sont sur des comités, il y a des comités qui sont plus partisans que d'autres, mais d'autres sont absolument pas partisans, comme celui des langues officielles où j'ai été pendant plusieurs années. L'industrie, de façon générale, c'est pas très partisan. Il y en a qui sont, évidemment, le sont plus, mais on devient une famille pratiquement. Donc, on apprend à se connaître. Évidemment, on est 4 heures par semaine ensemble, donc inévitablement, on développe des affinités avec certains d'entre eux qui sont de partis opposés, bien souvent. Donc, écoute, Gérard, je veux absolument qu'on parle rapidement. Ça va être long, je le sais, mais de tes passions. Parce qu'il faut savoir que Gérard Deltel, c'est un passionné, point de politique. Évidemment, de politique, mais... Quand j'aime quelque chose, je l'aime solide. Oui, mais d'histoire. Moi, j'apprends aujourd'hui que tu as étudié en histoire. Ouais, donc, c'est la première chose. Mais tu es aussi un passionné de l'aviation. Ouais. L'aviation, non seulement parce que tu fais du paramoteur, t'aimes l'aviation dans son ensemble. Et aussi les automobiles, dont une en particulier, qu'on va parler un peu plus tard. Mais on va commencer par l'histoire. Oui. Est-ce que tu étais attiré quand tu étais en histoire par l'histoire de la politique ou c'était l'histoire en général? Ça m'a toujours intéressé, l'histoire. Je me souviens, enfant, mon frère faisait de la photographie. André, mon parrain, qui est 9 ans plus vieux que moi, faisait de la photographie. Je m'intéressais plus au daguerreotype que au Asias Pentax que lui avait, qui est le film 35 mm. J'avais plus d'intérêt pour le cinéma des frères Lumière que le cinéma contemporain. Tu sais, j'ai toujours aimé l'histoire. Ça, c'est fondamental chez moi. J'ai aucun mérite. Ça m'a toujours intéressé d'où tu viens puis des vieilles affaires. Dès qu'il y a une photo noir et blanc, ça m'intéresse. Ok, c'est comme ça que je suis. Donc oui, j'ai étudié l'histoire. Mon objectif, moi, c'était de devenir professeur d'histoire. J'aurais adoré ça, mais malheureusement, quand j'ai sorti de l'école, c'était à l'époque où on me disait, écoute mon grand, on est notre job à vie, fait que tu reviendras dans 20 ans. Alors, j'ai fait autre chose, j'ai été journaliste. Mais ça m'a toujours intéressé. Puis, journaliste à TQS, j'avais fait des documentaires sur l'histoire du pont de Québec, l'histoire de la ville. J'aimais toujours l'histoire. Et ça, c'est fondamental. Puis quand j'ai un débat à faire, j'essaie toujours de savoir c'est quoi qui s'est passé avant. Puis c'est comme un réflexe naturel. Okay. Pas de mérite là-dessus, c'est juste de la passion naturelle. Parce que Paul Oud, que tu connais aussi, qui est un grand animateur, un grand historien du sport particulièrement, il sort des dates, puis écoute, t'as pas le choix de le croire, t'es convaincu que c'est des bonnes dates. Il fait encore des émissions, puis il y a tout le temps avec des dates. T'es un peu comme ça, toi aussi, parce que t'arrives avec des dates. C'est incroyable. Hey, telle année, tel politicien, telle affaire, telle heure, quasiment telle journée. Mais ça prend une mémoire incroyable, par exemple. C'est comme on dit souvent, la culture, c'est comme la confiture. Moi, on en a, puis on l'étend. Fait que les dates dont je me souviens, ça, oui, je m'en souviens. Ça, c'est clair et net, je m'en souviens. Mais des fois, je me dis, pourquoi je me souviens pas de ça, tu sais, telle chose. Je pense qu'il y a des mémoires, des fois, je me dis, j'aimerais ça avoir, je l'ai pas pantoute. Ce que j'aime de l'intérêt, c'est sûr que l'histoire, c'est un puits sans fond. Plus t'en apprends, plus tu t'apprends que c'est rien et que t'as plus à apprendre. Et maintenant, avec les outils d'Internet, ce qui pouvait me prendre une fin de semaine complète à l'université, puis j'adorais ça. Là. Tu rentrais à la bibliothèque le samedi matin à 9h, tu sortais 7-8 livres, tu les mettais sur la table, un vrai chantier, tu prenais des notes, tout ça. À cette heure, en 20 minutes, t'es capable de trouver ça sur Internet. C'est ça, le plaisir de débusquer l'information dans un livre, là, tu tournes les pages, puis une odeur attachée à ça, puis là, tu prends, telle chose. Ça, c'est le fun. Ça, c'est l'histoire. Dieu sait qu'au Parlement du Canada, il y en a de l'histoire. Il y a de quoi s'amuser en masse. Et on fait partie de la cohorte chanceuse qui avons vécu l'ancien Parlement, l'édifice du Centre. Oui, tout à fait. Vécu le transfert. Nous vivons actuellement le Parlement hybride. Oui. Tu sais, en l'espace de 5 ans, là. Puis on va-tu être encore là pour vivre le futur Parlement dans l'édifice du Centre? Oui, 10 ans, 20 ans. non, c'est 10 ans. Il y avait dit 10 ans, ça fait déjà 1 an et demi que c'est commencé. Fait que on est peut-être correct, on sait jamais. C'est ça pour l'histoire. C'est ça pour l'histoire. L'aviation, qu'est-ce qui t'a amené à aimer l'aviation comme ça?
Encore, j'ai toujours aimé ça. Écoute, peut-être que c'est un élément. C'est qu'en 1970... Tu parlais des Frères Lumière tantôt, là. Oui, les Frères Lumière, évidemment, ceux qui faisaient du cinéma. Non, mais ils ont fait de l'aviation. C'est pas les Frères Lumière qui ont fait de l'aviation? Ah, les Frères Wright. Excuse-moi, t'as raison. Kitty Hawk. Le 17 décembre 1903, à 10h22, tout le monde s'en souvient, voyons. C'est parce que moi, je suis allé là, Kitty Hawk, avec mon paramoteur. Ah, oui. Alors, moi, ça m'a toujours intéressé l'aviation. En 70, avec ma mère, mes deux frères, on était allés en France, parce que, bon, mes origines sont françaises et tout ça. Et puis, j'avais embarqué dans le 747. Et j'avais 5 ans, 6 ans. Et je m'en souviens comme si c'était hier. C'était quelque chose, évidemment. Chez nous, on n'habite pas tellement loin de l'aéroport. Les avions qui passent dans le ciel, tout ça, moi, je suis là, je regarde. D'ailleurs, c'est malheureux parce qu'aujourd'hui, les avions, ils se ressemblent tous. À l'époque, c'était facile. Un DC-10, ça avait pas la même configuration qu'un 747. À cette heure, à part le A380, bon, qui n'existe plus vraiment, t'as le 340, les avions sont tous pareils. C'est tous des gros bimoteurs, hein, poche. Tu la vois dans le ciel, c'est même pas, c'est un 777 ou un 787 ou ben encore un Airbus, ils sont tous pareils, c'est poche. Mais enfant, je me souviens, je voyais ça dans le ciel, tu étais capable de voir avec des longues vues, c'était quoi, c'est-tu un 746, c'est-tu un 707, un DC-8. D'ailleurs, soit dit en passant, le dessin qu'il y a pour signaler les aéroports, c'est vraiment trop vieux. Parce qu'on voit, c'est quoi, c'est un avion, c'est un 707, mais un 707, ça remonte à 1958, puis ça fait 15 ans qu'il ne vole plus parce que c'est trop polluant. Il faudrait qu'il change de dessin, mais ça, c'est provincial. Je vais en parler au ministre des Transports, d'ailleurs, François Bonnardel. Mais moi, ce que je fais, c'est du paramoteur. Paramoteur, c'est quoi? C'est que t'as comme un parachute au-dessus de la tête, mais c'est un parachute avec 2 voiles, une par-dessus l'autre, pour gonfler d'air, et tu as avec toi un pack-sac dans lequel tu as un moteur puis une hélice. Alors, c'est comme un avion inversé, si tu veux, mais ça te permet de voler. Tu pars sur un champ, tu cours à peu près 10 pieds, ça te prend un air d'aller, c'est-à-dire ça te prend un espace dégagé pour pouvoir faire ta course d'à peu près 50 pieds, puis évidemment pas un arbre en face, là. 50 pieds, là, si vous rentrez dedans, c'est pas une bonne idée. Fait que t'as un espace dégagé et t'es capable de voler. Et c'est pas cher, un équipement neuf, tout neuf, c'est 12 000. Évidemment, tu me connais, moi, je suis neuf, j'ai acheté ça léger. Alors, écoute, pour 5-6 000 $, t'es capable d'avoir un aéronef qui te fait voler puis t'es capable de mettre dans ton coffre de chance. C'est pour ça que j'aime le paramoteur. Ça coûte pas cher! Oui, ben exactement. Puis là, moi, je pourrais rajouter bien des affaires qui fait que Gérard, il aime des affaires pas chères, mais je vais m'abstenir. La rumeur voulant que j'ai dormi dans mon bureau de parlement est fondée. D'ailleurs, tu dois être un des parlementaires qui dépense le moins d'argent dans son année financière. Ouais, je fais attention. En tout cas. Et ton autre passion, en tout cas que moi je connais, oui, c'est pour l'automobile, le Manic ou la Manic, je sais pas si on dit le ou la, là. Manic, c'est une auto qui a été construite à Granby à l'époque, dans les années 70, si je ne m'abuse. Exactement. Et que tu as remonté avec des amis complètement une de voitures que tu avais achetée ou usagée et que tu as refaite de A à Z pratiquement. Absolument. Alors d'abord, pourquoi est-ce que tu connais ça puis moi je connais ça? Parce qu'il y a 3 pistoles. Oui. C'est une des 3 voitures qui est exposée dans un des musées au Canada. Il y en a un à Ottawa, un à Oshawa et un à 3 pistoles. Il y a une voiture Manic. Quand vous allez à 3 pistoles, il y a un musée de l'automobile. C'est magnifique. Qui est pas très connu par ailleurs, hein, puis qui est dans une grange. Oui. C'est un des nombreux secrets bien gardés. C'est ça, c'est que la Manic, c'est quoi? C'est une voiture, c'est la seule voiture qui a été conçue par des gens d'ici, développée par des gens d'ici, manufacturée en série par des gens d'ici. C'est la voiture la Manic. Et ça s'est fait de 1969 à 71. Il en a fait environ 160. Et l'idée, c'était quoi? C'était un monsieur qui était d'origine française, monsieur Jacques Abou, une jeune trentaine, qui a eu l'idée de partir une écurie de course automobile, qui est appelée la Manic, pour après ça construire une voiture de route, là, que monsieur, madame, tout le monde pouvait acheter, pour avoir une voiture purement québécoise. Mais c'est plus que québécois, c'est canadien. C'est la seule voiture de l'histoire contemporaine. Parce que dans les années 20, il y a eu à peu près 90 manufacturiers de voitures, mais pas plus que ça. Mais dans le temps contemporain, là, mettons après la Deuxième Guerre, ou même dans les années 30 jusqu'à aujourd'hui, la seule voiture qui a été conçue par des gens d'ici, développée par des gens d'ici, manufacturée en série ici, c'est la Manic. Et la Manic en est faite environ 160. C'était sur une base de Renault 8, mais 65% des parties, des éléments, des pièces étaient distinctes à la Manic. Donc la carrosserie complètement unique, tout ça. C'est une voiture 2 places, un petit moteur de 1.3 litres, européen, Renault, voiture de 4 vitesses, tout ça. Ça peut monter relativement vite. L'idée, c'est pas de faire du 200 000 à l'heure, c'est plus de sentir la route. Mais tu disais que l'homme, monsieur en question monsieur avait conçu, il voulait construire une écurie de voitures de course. À ce moment-là, il n'y avait pas déjà le Grand Prix du Canada ou c'était pas de la Formule 1, là? C'était pas la Formule 1, c'est ce qu'on appelle la Formule C. Et c'est là qu'il avait commencé. Okay. Mais l'objectif suprême. Mais est-ce que ça en faisait au Canada, la Formule C? Oui, mais c'était très léger, là, à l'époque, là. Ça commençait. Il y avait à Mont-Tremblant, il y avait à Montsport aussi. Puis bon, il était là avec Jacques Duval. Mais ça fait quelques saisons.
2 saisons sans plus. Mais c'est la voiture qui l'a constituée, qui était vraiment unique en son genre. Et malheureusement, bon, ça s'arrêtait abruptement. Il y avait un gros intérêt rattaché à ça. J'ai vu évidemment plein de gens depuis 2 ans que je m'intéresse à ça, puis que là, je fouille partout. Il y a plein d'articles qui racontent qu'en 70, 71, il y avait un grand intérêt pour cette voiture-là. Parce que dans les photos que tu as partagées, la vignette de la photo dit qu'il y avait des gens de la caisse de dépôt, de Bombardier, il y avait des grandes entreprises d'organisation qui étaient intéressées par le projet. C'est ça. Alors, M. Abou, lui, il avait cette idée-là de produire une voiture typique au Canada, au Québec, et pour ça, ça prenait des fonds. Il avait réussi à convaincre la famille Steinberg. Il avait réussi à convaincre la famille Bombardier-Baudouin. Le fils de Joseph Armand, André, était membre du conseil d'administration. Et même à une certaine époque, Laurent Baudouin avait offert à M. Abou, il dit, regarde, pour partir ton entreprise, viens dans une manufacture de Valcourt, on va te trouver un petit coin, tu vas pouvoir faire tes autos, puis après ça, tu feras autre chose. M. Abou avait dit, ouais, pas trop sûr, parce que si je commence là, vous allez m'avaler, puis tout ça. Et finalement, il y avait eu une contribution pour aller s'établir à Granby. Il faut construire une usine flambant neuve. Et il a réussi à manufacturer ça. Par contre, il y a eu des problèmes d'approvisionnement avec Renault, il y a eu des problèmes de liquidité, et puis les bailleurs de fonds qui le soutenaient avaient décidé de ne pas aller plus loin que ça. Et donc, petite anecdote comme ça, monsieur Abou était, avant de faire sa voiture, il était un professeur, entre autres choses, de judo. Et qui était un de ses élèves au début des années 60, dans la classe de judo? Brian Mulroney. Pierre Elliott Trudeau. Tu vois? Pierre Elliott Trudeau. Ah oui. Monsieur Trudeau, en plus, aimait la voiture. Monsieur Trudeau était, il avait une MGB à l'époque, une MG Budget, mais après ça, il a acheté, une Mercedes 300 SL qui vaut aujourd'hui à peu près 4 millions, là. Mais ça, c'est une autre affaire. Bref, tout ça pour dire que la voiture a connu ses beaux jours, ça finit abruptement, et au moment où on se parle, ça fait 50 ans de ça. Et la voiture que j'ai débusquée il y a 16 mois, c'est à Mont-Laurier. C'est un professeur qui l'avait acheté en 71, flambant neuve, et il l'avait mis de côté en 1977. Elle n'avait pas roulé depuis 77. Je l'ai débusqué, je l'ai acheté, je l'ai amené chez nous, puis on a commencé à travailler là-dessus. Et la cible que j'avais, c'est que, comme je te dis, j'ai fouillé partout plein d'informations, des choses. J'ai vu à peu près une vingtaine de maniques, mais parfois des véritables épaves, d'autres parfois des belles choses. Et on l'a reconstitué complètement, parce que la voiture, quand on l'a juste vérifiée, elle s'est fendue en trois. Quand on a soulevé la carrosserie sur le châssis s'est fendu en trois. D'ailleurs, justement, sur ma page Facebook, tu vois les photos, c'est tout rouillé, tout ça. On l'a reconstruit la mécanique à neuf, on a reconstruit le moteur à neuf, on a reconstruit l'intérieur à neuf, on a reconstruit la carrosserie, on a retrouvé la peinture d'origine parce qu'elle était embusquée sous le cabochon arrière qui avait encore un beau vert original qui avait pas vu le soleil, donc on l'a scanné puis on a recréé la peinture avec ça. Ça a été une épopée agréable à vivre parce que tu le fais étape par étape. Maintenant, il faut comprendre une chose. Quand on s'aventure dans l'expérience de vouloir reconstituer une voiture, il y a deux vérités incontestables. Ça prend beaucoup plus de temps. Beaucoup plus d'argent. Et ça coûte pas mal plus cher que tu penses. C'est un investissement. Tes petits-enfants pourront en profiter. En tout cas, ou à tout le moins, ils vont, peut-être qu'un jour, elle vaudra 1 million, elle aussi. Ça, je pense pas. C'est 1 million, mais vous avez fait les choses correctement, quand même, là. Et ça, pour moi, c'est tant qu'à faire, on va bien le faire, tu sais, puis on va faire exactement le plus possible. Et l'intérêt là-dedans, c'est que j'ai vu, par l'entremise, et j'ai été très privilégié de rencontrer le fils de Jacques Abou, Pierre Abou, et il m'a présenté plein de documents, dont le fameux registre de l'usine. Okay. Et par là, j'ai pu retracer avec les numéros écrits à la main, là, sur la photo. Oui, j'ai vu ça. Alors, aussi. ma numéro, c'est la 0104, donc la 104e sur 160. Elle était intérieur gold, le tapis était gold, les portes étaient gold, et moteur auto bleu, et la sortie de l'usine. La sortie de l'usine, 22 mars 71. Donc, depuis 16 mois, je me dis, l'objectif, c'est de la ressortir sur la route le 22 mars 2021 pour le 50e anniversaire. Il y a 50 ans, sortie de l'usine. 50 ans plus tard, et ça a route immatriculée. Bang! On a réussi à le faire. Tu fais référence au fait que monsieur, comment il s'appelle toujours le professeur? Jacques Abou. Jacques Abou, il était français. Oui. Tu disais que tantôt que tes parents étaient français. Pour l'anecdote, là, en fait, depuis 2 jours, il y a une petite controverse sur la colline parlementaire, comme à Québec d'ailleurs, puis je viens d'apprendre que l'Assemblée nationale a voté une motion unanime pour condamner les propos d'un professeur d'ici, de l'Université d'Ottawa, qui dit que les Québécois sont racistes. Mm-hmm. Alors, il semble avoir des propos très durs envers les Québécois. Parle-moi un peu de cette réaction que tu as eue, parce que
Ça t'a touché au cœur, hein? Puis avec raison, je pense aussi. Je pense, Bernard, tu dis très bien ça. Le Canada, c'est un pays d'immigrants qui est arrivé sur le territoire des Premières Nations. Il faut toujours garder ça en tête. Ouais. Parce que, puis moi, je suis chanceux. J'ai dans ma circonscription Wendake, puis c'est pas un accident de parcours. Je suis né à l'hôpital Saint-Sacrement, Québec, mais tu sais, j'ai grandi à Loretteville, je suis né à Loretteville, collé sur le village. J'ai des amis très, très, très intimes des Wendat, tu sais, puis j'ai pas de mérite, j'ai grandi à côté d'eux autres, des amis d'enfance et tout ça, tu sais. Alors, les Premières Nations sont là, mais c'est essentiellement, c'est de l'immigration. Puis quand nous, on est arrivés, mes parents sont arrivés en 58, bon, pour raconter l'histoire, prenons un bon 60 secondes, mes parents sont des Français d'Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie de 1830... Et voilà, mon Dieu, t'es un des rares à savoir c'est quoi. Ouais. Des Français d'Algérie. J'avais un beau-frère algérien. Ah bon. Alors, c'est ça, c'est que de 1830 à 1962, c'était une colonie française. Donc oui, il y avait beaucoup de Français, mais là encore, du côté de ma mère, Ponzélie, c'est italien. Ma grand-mère était Ekirch, son nom de famille c'est Ekirch, ça vient d'Alsace. Du côté de mon père, Deltel, c'est espagnol, Monovar. Et du côté de mon grand-père, ma grand-mère, que j'ai pas connue parce qu'ils sont tous morts dans les années 30 et 40, vient également d'Espagne. Fait que moi, si tu veux, là, je suis français, espagnol, italien, alsacien, puis je suis né au Canada, au Québec. Alors, c'est tout ça, là. Mais c'est catholique, c'est tout ce que tu veux, c'est européen, c'est caucasien, appelle ça comme tu veux. Mes parents sont arrivés ici en 58. Mon père qui a fait la Deuxième Guerre mondiale savait très bien que ça allait mal finir avec l'arrivée de M. de Gaulle en général en 58, il disait on s'en va vers la guerre. J'ai déjà donné, mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale, blessé et tout ça, donc ils sont venus ici s'établir en Amérique, au Canada, puis j'ai tout le temps. Ils ont été choisis par le Canada, ils ont choisi le Canada. Alors en 58, ils sont arrivés à Montréal, après ça à Sainte-Foy, et en 62, ils sont établis à Loretteville, là où ils vivent toujours, maintenant dans une résidence pour personnes âgées, bien entendu. Et quand ils sont arrivés à Loretteville, il y avait tout le voisinage, les familles de voisins qui sont venus les accueillir. On a des films Super 8 là-dessus, quand j'ai 6 mois, passer la fête de Noël, puis tout ça, les Lacasse, les Lachance, les Bretons, les Anderson, c'est tout le voisinage qu'on avait. Et en 2008, quand je me suis présenté aux élections, le chef, Mario Dumont, j'étais candidat à la DQ, était venu dans mon local, tu sais c'est quoi une campagne électorale, et il fallait remplir la salle, tout ça, puis tout ce que tu veux, tu sais, c'est stressant ça là, quand le chef il vient te voir, là, faut que tu sois propre, là, hein. Et j'étais très fier dans mon discours de souligner la présence de la famille Breton, la famille Anderson, la famille Lachance, les gens qui étaient tout près de chez nous. Ils avaient accueilli mes parents en 62, puis en 2008, 45 ans plus tard, le rejeton de la famille qu'ils avaient accueilli était candidat aux élections. Je me souviens, quand j'avais fait mon discours, Marie-Claude Barrette, l'épouse de Mario, les larmes aux yeux. Et donc, tu sais, on a tous nos histoires. Alain a une histoire merveilleuse. Les immigrants ont toujours une histoire merveilleuse. Puis j'ai toujours dit, le plus grand cadeau que mes parents m'ont fait, c'est de m'élever comme un Canadien. Ouais. Pas dans la nostalgie. Où mon père est pas capable de rester sur les patins plus que 3/10 de seconde avant de tomber. Par contre, il peut te parler de Maurice Richard, il peut te parler de Guy Lafleur, il peut te parler de Réal Cloutier, il peut te parler de Marc Tardif. Il y a pas de problème, là. Il connaît ça, il aime ça, le hockey, il écoute le hockey, puis il est toujours fâché quand le Canadien perd. C'est ça le plus grand cadeau qu'ils ont pu me faire. Puis justement, en 2008, quand j'avais été élu, c'est un des trucs que j'avais dit. Voilà. Tu sais, chacun son histoire. Puis ça fait partie de la beauté puis de la grandeur du Canada, que oui, c'est un pays d'immigrants, mais fondamentalement, on est tous des Canadiens. Ouais, puis c'est comme ça qu'il faut le voir. Fondamentalement, les Québécois sont pas racistes. Je sais pas pourquoi c'est cette sémantique incroyable que, sincèrement, je comprends pas exactement de où ça peut venir puis pour quelle raison. L'histoire, c'est ce qu'on a construit, c'est ce que nos ancêtres ont construit, c'est le respect qu'on doit avoir envers ces choses-là, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Absolument. On fait des erreurs dans la vie, personne n'est parfait. Comment peut-on demander aujourd'hui la perfection de quelque chose qui s'est passé il y a 150 ans? Avec la perspective en détruisant, que ce soit les statuts de McDonald's ou de n'importe qui, je veux dire, il y a une réflexion qui, pour moi, m'échappe. Ça fait partie de qui on est devenu en tant que peuple, en tant qu'humain. Et pour ça, il faut connaître l'histoire. En tout cas, toi, tous les historiens, tu dois bien, tu comprends bien ce principe. L'histoire est faite d'hommes et de femmes, donc de chair et de sang, donc avec des bons coups puis des erreurs. Je me souviens, un moment donné, j'avais fait une entrevue à Radio-Canada, puis à la radio de Montréal, puis il dit, c'est dans l'histoire de McDonald's, puis ça, votre chef, il est pas au McDonald's, puis tout ça. Je dis, oui, notre chef, c'est pas au McDonald's parce que c'est un homme qui a fait des bons coups puis il a fait des erreurs. Oui, mais telle communauté autochtone est fâchée par rapport à ça. Je dis, si vous voulez parler des Autochtones et de l'histoire, on va commencer par Jacques Cartier. Jacques Cartier, le premier Européen, s'est établi ici en 1534. Ça a été quoi sa première relation avec les Autochtones? C'est de partir avec les 2 fils du chef d'Annacona puis les kidnapper.
C'est ce qui s'appelle bien commencer des relations, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on débaptise le pont Jacques-Cartier? Est-ce qu'on débaptise la rue Jacques-Cartier? Est-ce qu'on débaptise le comté Jacques-Cartier? Il n'y aura plus de rue qui n'aura plus un nom. Là, exactement. C'était malheureusement les us et coutumes de l'époque. Je dis pas que c'est bon, que c'est pas fin. Non, mais il faut comprendre. Faut pas dire que c'est beau, mais il faut reconnaître qu'il y a eu des bonnes choses puis des mauvaises choses, puis c'est vrai pour tout le monde. Gérard, ta dernière passion sur laquelle je veux t'amener, puis c'est tes petits-enfants? Ben oui. Dans la famille, bon, on est 3 garçons. Mes 2 frères, il y en a un qui est ingénieur qui va au Portugal. J'ai un frère qui est maintenant à la retraite, mais qui a été musicien et professeur de musique toute sa carrière. Il vit à Montréal. Ton fils était dans le Cirque du Soleil? Exactement. Moi, j'ai 2 enfants. Mon garçon, qui va bientôt avoir 30 ans, a fait carrière dans le monde du cirque. Actuellement, évidemment, c'est freiné, on l'aura compris. Ouais. Mais oui, au Cirque du Soleil, Cirque Éloise, il a travaillé sur tous les 5 continents. Il a été presque un an complet en Chine. Est-ce qu'il a fait de l'école de cirque ou il a fait ça, c'est intéressant. Parce que à 13 ans, on l'avait amené avec sa sœur dans un camp, il faisait de l'équitation en Beauce, à la Guadeloupe, et il y avait un petit à côté qui était une espèce de trapèze pour faire du cirque un peu. Et là, quand on est allé le chercher, je me revois encore dans l'auto avec sa maman, puis là, on regarde, on voit le trapèze qui est là, tu sais, puis regarde, il y a comme une ombre en haut, puis le trapèze à 75 pieds en l'air. Ta barouette, ça sent, fais-le, lui! C'est notre gars Jean-Philippe, et là, ça a été, à l'âge de 13 ans, il a dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Écoute, à 13 ans, t'as jamais fait d'habilité de cirque, tu pars vraiment littéralement en retard, parce que c'est comme si tu essayes de devenir de joueur de hockey à l'âge de 13 ans, puis t'as jamais mis les patins de ta vie. C'était pas évident, mais parmi les grandes qualités que mon fils a, c'est la détermination, débrouillardise, puis le travaillant. Et parce qu'il a fait ça, c'est on va pas être là pantoute, moi, là. Et lui, il l'a développé à fond. C'était à l'École de cirque de Québec. Je me souviens, en 2007, on avait passé un examen à l'École de cirque nationale à Montréal. Mais ça, c'est, je veux dire, c'est comme si tu veux jouer pour le Canadien de Montréal. Ouais, exactement. Donc, oui, on savait qu'il y avait 0 chance, pas 0, moins 0. Mais c'est pas grave, on l'accompagnait dans son rêve. Et, écoute, il jonglait avec 3 balles, là. Mais là, aujourd'hui, il est à 8, 9 même. Il fait des trucs assez hallucinants. Alors, oui, il a travaillé très fort, puis c'est physique, tu peux pas tricher dans le monde du cirque. Tu sais, t'es pas un joueur de hockey, tu dis, à soir, ça me tente pas, m'a patiner, puis je scorerai pas, mais c'est pas grave, on suit de la puck. Non, si tu suis la puck dans le cirque, là, zoup, tu vas te péter la gueule, ça sera pas long, là. Puis, littéralement, tu risques ta vie à chaque fois, là. Écoute, c'est impeccable, on est chanceux, ça va bien. Et du côté de ma fille, Béatrice, elle a fait des études en agriculture et en administration. À la Pocatière. À la Pocatière, absolument. C'est là qu'on s'était rencontrés. Tout à fait. T'étais député à ce moment-là. Absolument. Est-ce que t'étais chef de la DQ? Les gens te reconnaissaient. Moi, je te regardais aller. Moi, est-ce que j'étais maire? Je me souviens plus. C'était en 2000. C'était plus en 2010, 2011. Non, ok, c'est ça. C'était après. C'est ça. Tout ça pour dire qu'on s'était rencontrés, parce que mon fils a étudié à l'ETA aussi, bien sûr. On a encore ce point-là en commun. Et là, maintenant, elle a une ferme laitière, je pense. Alors, c'est ça. Son époux, enfin, ils sont pas mariés. Son conjoint. Époux. Et je suis chanceux. En fait, je suis chanceux, c'est pas de mes affaires, mais il y en a un maudit bon genre. C'est un gars travaillant. C'est un agronome, ferme familiale, ferme laitière en Beauce. Donc, ils sont établis là. Puis, ça a été le coup de foudre. Ils se sont rencontrés au travail. C'est cute l'histoire. Ils travaillaient les deux pour le même groupe agricole. Un s'occupait de l'Est, l'autre s'occupait de l'Ouest. C'est-à-dire, ma fille s'occupait de l'Est, et puis mon jeune s'occupait de l'Ouest. Ouais. Et toutes les semaines, ils se rencontraient, puis Comment s'appelle ta petite fille? Alors, c'est ça, il y a une petite fille aînée. Il y a de cela bientôt 11 mois. Donc, le 2 mai 2020, voilà. Oui, en pleine pandémie. En pleine pandémie. C'est ça, oui. Elle s'appelle comment, est-ce que je Léane. Évidemment, c'est le bonheur total, puis grand privilégié parce qu'elle est en parfaite santé. Elle est heureuse, tu vois qu'elle est bien parce que les parents sont bien. Quand t'es grand-père, ben tu le sais, parce que moi je me souviens de toi quand on avait passé la journée ensemble, ta petite fille qui avait couru après, j'ai dit t'as le fun, ça va être le fun. Tu sais, quand t'es grand-peur, c'est le meilleur des deux mondes. Non, écoute, c'est juste le bonheur, puis t'as pas une responsabilité. C'est la plus belle chose. Moi, j'ai bien aimé élever mes enfants, on a fait beaucoup de choses ensemble, puis on a vraiment partagé des moments absolument incroyables et très heureux ensemble, particulièrement dans le sport, le ski, toutes sortes de choses qu'on a faites ensemble, puis aujourd'hui, je suis prêt aussi de mes enfants, mais surtout de mes petits-enfants, dont 2 que je vois régulièrement parce qu'on est à côté de chez nous, puis on les garde régulièrement. Heureusement que c'était possible de faire ça malgré la pandémie dans notre cas, parce qu'on c'est notre bulle familiale. Là. Ouais. Et écoute, on reste à 5 minutes de chez nous. Alors ça a été un plaisir absolument fou. C'est tout le temps. On investit dans nos enfants, puis le retour sur l'investissement, c'est nos petits-enfants. C'est ça. Puis là, ta fille est installée en Beauce, et là, tu as tellement économisé sur les frais de motel
t'as été en mesure de te payer un chalet pas loin de là, donc t'es orienté. Plein sud. Donc t'es plein sud, c'est ça. Plein sud, fait donc, que je vois le soleil qui se lève, ça laisse. Et c'est comique parce que ça fait 10 ans que ma blonde, Pascal, moi, fait 16 ans qu'on est ensemble, fait au moins 10 ans qu'on regarde pour acheter un chalet. Et il y a un an, on allait voir pour un autre chalet, puis on passe devant, il y avait une petite annonce de rien du tout, une feuille 8,5 par 11 sur un morceau de bois, c'est marqué maison à vendre, puis le numéro de téléphone. J'ai vécu exactement la même chose l'année dernière. Et bing bang boom, on l'a saisi, puis heureusement, parce qu'aujourd'hui, il a probablement pris beaucoup de valeur. Si tu voulais le reconstruire, ça sera confié. Oui, ça c'est sûr. Et grand bonheur, c'est à 6 minutes d'où ma fille habite, d'où ma petite fille habite. C'est clair que elle va grandir là, elle va s'amuser là. C'est super. Écoute, Gérard, je veux juste prendre quelques secondes parce que je veux faire un retour parce que je l'ai oublié d'en parler tantôt. Tu as été chef de la DQ pendant combien de temps? Ben, le temps de à peu près 2 ans comme chef. Donc, élu en 2008, je ne présente pas au leadership. Il y en a un chef, mais qui dure 3 semaines. Boum, boum, à l'espace de 50 semaines après mon élection, je me retrouve chef de la DQ. Et là, évidemment, c'était pas évident. Premier sondage, c'était 6%. Fait qu'on partait de loin. Mon dernier sondage comme chef, ça a été 19. Je travaillais avec les François Bonnardel, avec Sylvie Roy, avec Janvier Grondin. On était un groupe de 4. Puis on est parti, comme je te dis, de 6. On l'a monté à 19. On a fusionné avec la CAQ. Et aujourd'hui, ben, la CAQ, on s'est scalé. Et bravo à ceux qui sont là. Est-ce que tu as un regret associé au fait que tu sois parti du provincial et vers les fédérales? C'est une très bonne question parce qu'évidemment, on me la pose souvent. Je serais peut-être ministre aujourd'hui, peut-être pas, je le sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est que moi, je suis très heureux au fédéral. Ouais. Puis la réalité, c'est que, tu sais, si c'était à refaire, on peut pas le refaire l'histoire, mais c'est sûr que rapidement, là, je suis tombé dans mes chaussures assez vite ici au fédéral. Ouais. C'est là que tu te rends compte que tu es plus à l'aise dans certains milieux que dans d'autres. Quand je dis milieu de secteur politique, tu sais, les enjeux fédéraux m'intéressent davantage. Puis oui, je suis un fier Canadien, puis ça me dérange pas de parler en anglais, j'aime ça. Et il y a tellement de perspectives. S'il y en a qui le sait, c'est toi, parce que tu sais aussi depuis plus longtemps que moi, tu sais, les perspectives canadiennes sont fantastiques. Parce que quand c'est incroyable. Tu regardes les Maritimes, l'Ouest, le Grand Nord, l'Ontario, tu sais, il y a plein de pays absolument extraordinaires. Oui, puis sincèrement, je veux pas faire de politique partisane, mais on est le seul parti vraiment national. On a des députés dans les Maritimes, on a des députés au Québec, en Ontario, dans les 3 provinces de l'Ouest, puis la Colombie-Britannique, tu sais, vroom! Et les 120 collègues, quand on se rencontre, tu vois toute la diversité du Canada, toute la richesse du Canada. Il y a un respect incroyable. Alors, je veux pas terminer là-dessus sur une colle, mais là, il y avait des rumeurs à un moment donné qui circulaient, que peut-être que tu serais intéressé peut-être par la mairie de Québec. Bon, en tout cas, à moins que tu me surprennes, mais que t'as pas d'intérêt à court terme. Savant que Régis, qui est un ami personnel que je connais bien, que tu connais bien aussi. Ben moi, j'ai été au port de Québec, puis ça m'a permis de connaître Régis à ce moment-là. J'ai été maire, bien sûr, aussi. Mon passage au port de Québec a été une des plus belles périodes de ma vie. Je venais de perdre mes élections en 2011. Monsieur Harper m'a nommé au port de Québec avec Denis Lebel. Ça a été 3 ans fantastiques parce que j'ai découvert véritablement cette organisation-là de l'intérieur, puis de qu'est-ce que ça pouvait faire. Puis là, c'est arrivé avec l'épisode de Poussière Rouge. Là. Oui. Alors, on a eu à dealer avec ça pendant 3 ans de temps, pratiquement le temps que j'étais là. Mais Bernard, moi, je veux dire là-dessus, tu as trouvé ça extraordinaire parce que tu as voulu que ce soit extraordinaire. Si tu t'étais pogné le beigne puis les pieds sur le pouf, là... Non, oublie ça. Puis je me suis intégré, là, puis je me suis investi. En tout cas, moi, quand j'embarque dans quelque chose, habituellement, je m'embarque... Et c'est la nature même de ce que t'aimes. Si t'aimes pas ça, va-t'en. Mais si t'aimes ça, plus t'en fais, plus tu l'apprécies. Ah, tout à fait. Puis, je suis encore en affaires, puis je vais continuer dans l'affaire jusqu'à la fin de mes jours. Et voilà. C'est certain. Hey, Gérard, merci mille fois, ça a été extraordinaire. Ça m'honore d'être ton collègue. C'est réciproque, mon père. C'est réciproque. Au revoir tout le monde. Bye.